Vous êtes sous la tente des Forrester. Vous êtes réunis après le procès. Il y a une ambiance lourde et pesante, très silencieuse dans la tente où Grégor est assis dans un coin un petit peu prostré, défait après tout ce qui vous est tombé dessus. Tout le monde est un peu dans ses pensées et il y a Roderick qui prend la parole et qui dit Alors, c'est lui. Ce doit être c'est Andrew qui doit être à l'origine de nombreux de nos malheurs depuis que nous sommes arrivés à Port-Réal. Il était le seul à connaître l'existence de cette dague, donc j'imagine que c'est lui notre fameux commanditaire mystère qui nous l'a fait livrer. Et donc si cette dague contient bien du poison et qu'elle vient de la part de Andrew Estremont, c'est donc sûrement lui également qui a empoisonné Carl Whitehill. Est-ce qu'on connaît la raison de cette trahison de la part d'Estremont? Pourquoi il nous en voudrait particulièrement et pourquoi il s'est donné tant de mal pour nuire à la famille? Peut-être que, effectivement, étant lié à la couronne et à la reine, il a décidé de prendre le parti de la reine, mais ça m'a l'air d'être un plan qui a été mis en place il y a tout de même bien longtemps, ça a été bien réfléchi, donc c'est difficile d'estimer si il est vraiment lié à la reine ou s'il agit seul. Il y avait beaucoup de rancœur dans ses yeux, beaucoup de haine. J'ai l'impression que ses objectifs sont avant tout personnels. Toujours est-il que il va falloir faire face. Seigneur Grégor, vous avez besoin de trouver 6 chevaliers pour vous accompagner lors de ce duel. Si je peux me permettre, vous avez un fils banni actuellement qui pourrait vouloir vous défendre à tout prix, mais vous devriez vous retourner vers lui. Tu vois qu'il te jette un regard un peu sombre et il retourne dans ses pensées et il n'ajoute rien à ça. The might whisper from the eyes, bring to you kings and sons to die. Why the grass will always be marked by the cold Alors il y a juste Maître Horton Green qui prend la parole et qui dit maintenant que j'y pense, il y a plusieurs choses qui m'ont paru bizarres et étranges lors de notre séjour à Port-Réal concernant Andrew Estremont. Rappelez-vous, lorsque nous l'avions croisé juste après notre audience avec la reine dans la salle du trône, il était accompagné de Lord Stannis Baratheon, le frère du roi, qui semblait très mécontent du fait que Andrew ait choisi de prendre la responsabilité de s'occuper du commerce de bois de ferrailler à sa place. Il a dû donc faire un mouvement opportun et s'imposer pour être directement en lien avec nous et pouvoir nous côtoyer au jour le jour. Il y a Roderick qui dit « Maintenant, je me demande même si notre toute première rencontre sur le campement, lorsque nous sommes disputés le terrain à Villestremont, était vraiment fortuite ou est-ce que c'était déjà prévu par ces personnes à l'avance. » De toute façon, maintenant le procès est passé. Il s'agit de réfléchir à qui on va trouver pour ce duel. Astrée a raison. Nous sommes de toute façon au pied du mur. Il nous faut trouver 6 personnes pour combattre. Évidemment, avec tous les regrets que je puisse avoir, avec mon bras droit brisé, je suis totalement incapable de participer à un quelconque combat. S'il le faut, je participerai, mais je serai plus un point mort qu'autre chose. Ce serait un honneur de défendre l'honneur de la famille durant ce duel judiciaire. Vous pouvez compter sur moi, Seigneur. Andrea, je t'en prie, c'est pas la peine d'y aller. Avons-nous le choix, Astrée? Vous savez que je me tiendrai toujours prêt à défendre la famille Forrester. Désolé ma sœur, mais je n'entendrai que vous dans cette décision. Vous jugez que je ne suis pas apte à vous défendre, je respecterai votre décision. Tu l'es, Andrea, mais
Nous ne sommes que 3 pour l'instant. Moi, je veux bien me battre, il dit. Gareth Tuttle, c'est l'écuyer de Lord Grégor. Et Grégor, il le regarde avec un petit sourire, il lui met une main sur l'épaule et dit Gareth, tu es trop jeune et tu es écuyer. Les jugements par les 7 ont des règles très précises et un écuyer ne peut pas participer à un tel jugement, malheureusement. J'implore, tout comme Daemon, que vous vous raisonniez et résolviez surtout à reprendre votre fils, à reprendre Duncan. Et de nous tous, je pense que Harald me suivra, il est celui qui a la fougue et l'envie de vivre le plus. Et je pense que c'est celui qui est le plus à même de représenter votre maison. Effectivement, je suis d'accord avec vous sur le fait que Duncan puisse être un allié de poids dans ce combat judiciaire, mais au vu des derniers événements, de son bannissement, je ne pense pas que psychologiquement il soit prêt. Effectivement, au vu du nombre de personnes qui nous manquent, ce serait peut-être un choix judicieux, mais je doute de sa condition, on va dire, psychologique pour ce combat. Si un jour il compte revenir de son bagne, il souhaitera revenir avec une copie blanche et surtout l'honneur de sa famille l'avait. Dites-lui que ma décision n'a pas changé, mais qu'il se batte non pas pour moi, mais pour sa famille et pour ses sœurs, pour sa mère qui sont restées à Ironrath. Et si nous sommes déclarés coupables, ce seront elles les dommages collatéraux. Alors qu'il fasse son propre choix. Nous voilà potentiellement 4. Et au fond de la tente, il y a Cale qui dit « Je me battrai pour les Forrester. On nous donne l'opportunité légale de renverser la balance et enfin de pouvoir punir les gens qui sont les commanditaires de l'assassinat de Carmine. Après tout, j'ai pris une flèche tout de même à cause de leurs sombres machinations, donc il est temps de rendre justice et de faire pencher la balance de notre côté. Je prends juste Cale un peu à part et je lui dis Cale. Je sais, cousin. Je sais. Cale, tu es absolument tout ce que j'ai. S'il t'arrive quoi que ce soit, je m'en sortirai pas. S'il te plaît, ne fais pas ça. C'est mon heure, Daemon. Je le ferai pour Carmine. Il nous manque tout de même encore plusieurs personnes à réunir. Il reste un peu de temps pendant la nuit. Je me propose éventuellement d'aller tâter un peu le terrain, d'aller voir si d'autres chevaliers sont prêts à se battre pour nous. Sinon, nous devrons, devant les lices, juste avant le jugement, tenter de recruter en implorant ou en demandant à certains chevaliers de faire valoir leur honneur et de se combattre pour notre noble cause. Maître Horton Green, il reprend la parole et il dit les règles du jugement par les 7 sont très claires. Si juste avant le jugement nous n'avons pas réuni 7 chevaliers, notre famille et notre maison sera déclarée coupable, avant même que le combat ait lieu. Il nous faut donc impérativement 7 personnes, même si le combat risque d'être extrêmement violent et létal. Il y a eu peu de jugements par les 7 au fil des siècles, après la conquête d'Aegon. Ils ont été à chaque fois extrêmement meurtriers, je pense au jugement des 7 de Maegor le Cruel, où 7 chevaliers se sont confrontés contre 7 autres, et il n'y eut qu'un seul survivant, Maegor lui-même, qui s'en sortit à peine vivant. Cela peut être une boucherie, et j'aimerais que tout le monde ici sache tout de même à quoi il s'attend. Ce sera un honneur de me battre pour l'honneur de la famille et mourir pour l'honneur de cette famille, pour qui j'ai vécu intensément. Et malgré les derniers événements qui nous ont peut-être un peu tous chamboulés, ce sera un honneur de mourir pour vous. Il y a Roderick qui commence à s'énerver, qui a la rage de ne pas pouvoir combattre, et il dit « Ah, le bâtard !» Malgré tout, je ne comprends pas pourquoi Lord Estremont date autant notre famille en grief. Il paiera pour ce qu'il a tenté de nous faire. Il y a Grégor qui est toujours assis, le regard dans le vide, et qui dit « Je l'ai tué. C'est moi qui l'ai tué. J'ai tué son père il y a bien longtemps au nord du mur. J'étais accompagné de Merrick et nous n'avons eu d'autre choix que de l'assassiner. » Et pourquoi ? Quelle raison ? L'homme était mon ami, mais Lomas était devenu fou. Il avait perdu la tête, nous étions dans le nord et il a essayé une sorte d'expérience où il mangeait des racines qui lui ont donné des sortes d'hallucinations. Il disait qu'il voyait l'avenir, qu'il voyait des choses que nous ne pouvions voir et il s'est mis en tête de nous éviter le plus possible et ensuite il s'est mis en tête de tuer la mère de Freya, alors qu'elle était enceinte de Roderick à l'époque. Il disait que cela allait tous nous sauver et qu'il faisait ça pour sauver nous et tout Westeros. L'homme avait perdu la raison. Donc c'est une histoire de vengeance, tout ça.
simplement. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je l'ai fait pour protéger notre famille, mais Et pourquoi ne l'avez-vous pas rapporté à Lord Stark, qui est votre ami, qui aurait pu vous aider à... Lord Stark m'aurait condamné. C'est un homme honorable qui fait respecter la loi d'une main de fer et il m'aurait destitué de mes terres et de notre maison. Mais vous aussi, vous êtes un homme d'honneur, et vous avez combattu à ses côtés. Apparemment non. Astrée. Il semble que mes péchés d'autrefois me rattrapent, mais je comprendrais si vous ne désiriez pas combattre à mes côtés. Tout cela est de ma faute, je m'en rends compte à présent, mais je ne comprends pas, il n'y avait aucun moyen pour que Andrew Estremont apprenne la mort de son père. Nous étions seuls, perdus dans le nord de la du mur, sans une habitation à des kilomètres à la ronde. Nous étions promis avec Merrick de garder ce secret, de l'emporter dans notre tombe. Il n'y avait que Merrick et vous à ce moment-là? Vraiment, père? Tu vois qu'il est un peu... il voit dans ton regard que c'est comme si tu avais une réelle accusation. Il est un peu... tu vois qu'il n'a pas peur, mais son regard tremble un peu et il tourne la tête parce que tu sens qu'il est très gêné. J'ai gardé des secrets pour protéger ma famille, ce n'a toujours été que mon ultime but. J'ai toujours essayé de protéger ma famille vassale. Je n'ai œuvré que dans ce sens-là et croyez-moi, Merrick vous le confirmera, Lomas était vraiment devenu fou et... Pourquoi pas l'avoir isolé, mis en prison? Pourquoi le tuer? il aurait été un danger pour le restant de nos jours. C'était mon meilleur ami, croyez-vous que je n'ai pas pesé le pour et le contre au moment de lui enfoncer mon épée dans le cœur? Excusez-moi, monseigneur, mais pour la première fois depuis toute ma vie que je vous sers, je suis désolé de vous le dire, mais je ne vous crois pas un instant. Je ne vous crois pas un instant capable de décider de la mort de quelqu'un qui vous est aussi proche et que cette décision vienne de vous. Il y a une partie de moi qui est mort au nord du mur avec cet homme, il y a bien longtemps. C'est malheureusement la stricte vérité. D'ailleurs, que faisiez-vous au nord du mur à ce moment-là? Nous explorions, Lomas était un aventurier et il souhaitait explorer le nord du mur, découvrir des terres sauvages et partir à l'aventure. Tout bêtement, nous étions jeunes, mais malheureusement, il s'est laissé dépasser par son aventure. La charge de seigneur est lourde et il y a des secrets que j'ai dû garder très longtemps. Si je décède demain, je tiens également à vous confier une autre information importante. Lorsque Talia est née, nous avons trouvé un autre enfant aux portes du château qui a été abandonné. Je vous l'ai présenté comme le jeune bâtard Ethan Snow. Et à l'époque, les White Hill et Lord White Hill étaient particulièrement agressifs avec nous, dangereux, et ils souhaitaient s'en prendre à notre famille de manière brutale. Et j'ai décidé de protéger mon fils comme je l'ai pu. Talia n'est pas ma fille, c'est Talia qui a été abandonnée aux portes du château il y a bien longtemps. Et Ethan, mon vrai enfant, nous avons inversé les bébés pour protéger Ethan au cas où il se ferait assassiner dans son berceau. Mais Talia a beau être une bâtarde, je l'ai élevée comme ma fille et c'est une Forrester autant que nous autres. Et vous connaissez du coup les origines exactes? Non, Talia a été abandonnée devant l'église du château, c'était un nourrisson, elle est née le jour même apparemment où Ethan est né au château. Et si cela se passe bien pour nous, vous voulez quand même qu'ils le sachent? Bien sûr. Nous y irons. Ils ont bientôt 11 ans avec leur mère, nous avons décidé que l'âge était adéquat pour leur donner la nouvelle. Bien, dit Cale, merci pour toutes ces révélations, Lord Gregor, mais il nous faut encore trouver des gens pour combattre avec nous. Je vais tenter de trouver d'autres personnes pour se battre pour notre cause. Si d'une quelconque manière je peux participer, je participerai. Je te laisse veiller avec les Forrester. Évidemment. Daemon. Je vais me débrouiller. Et il s'en va, il quitte la tente. Et il sort. Le matin s'est levé, vous avez tous eu une très courte nuit, vous êtes tous sur le champ des lys. La foule qui a entendu parler du jugement des sept s'est massée dans les gradins. Il y a vraiment une excitation, une atmosphère absolument électrique tout autour de vous. Cale est revenu de sa nuit bredouille. Il n'a pas réussi à trouver des gens pour vous rejoindre, donc vous allez sûrement devoir plaider devant la foule pour que des chevaliers vous rejoignent. Harald, pendant la nuit, tu es allé chercher Duncan. Je décide de parler un petit peu à mon père, avec la situation qui est quand même un peu compliquée entre nous en ce moment, mais je sais qu'il a besoin de moi, donc
Donc je suis là. Et j'aimerais bien, père, que vous me demandiez directement de participer. C'est important pour moi. J'ai envie de participer, je veux protéger la famille. J'étais là hier, en dehors de la tente, j'ai tout entendu. Pour le meurtre, pour Ethan. Et j'ai envie d'être là pour eux. Pour tes frères et tes sœurs. Mais ma décision est finale, Duncan. Pas de soucis, je reviendrai pas dans la famille. Je veux juste pouvoir aider pour ce combat. Bien. Et du coup, il se prépare. Alors, tout le monde est en train de se mettre en armure. Vous êtes 5. Avant que le duel ne commence, et surtout avant que tous les accompagnants de notre famille rejoignent les gradins, évidemment, en ces derniers instants, je souhaite m'adresser à ma sœur, en étant parfaitement conscient que moi, plus que les autres, mes chances d'en revenir sont très limitées. Je vois juste Astrée défiler devant la tente, en train de se diriger machinalement vers les gradins, et je l'interpelle très discrètement. Astrée. Andrea, Je ne m'excuserai pas pour tout ce que j'ai fait. Je sais que je t'ai causé du tort. Et je sais que, quelle que soit la fin qui nous attend, tu la connais, tu vas mourir. tu sais très bien que ça n'a jamais été moi l'avenir de la famille, que par mon serment envers Lord Grégor, j'ai rompu avec mon propre avenir. Mais toi, tu incarnes tout ce qu'il y a de plus beau dans notre nom. Quoi qu'en ait dit notre père toute notre vie, et quoi qu'en disent tous les gens qui te jugeront sur ta route, tu es et tu resteras la plus belle chose que notre famille ait créée. Et je te demande une seule chose, c'est de vivre pour nous. Mais j'y arriverai pas sans toi. Tu y es arrivé très bien jusqu'à présent, je n'ai jamais été vraiment là pour toi, tu le sais. Ma vie a été essentiellement sur les routes. Mais je comprends pas ta décision de vouloir suivre quelqu'un qui de toute façon nous a jamais protégés, il nous protège pas aujourd'hui, il nous a pas protégés hier. Je comprends pas. Pourquoi tu veux faire ça? Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et tu t'es toujours montré de cette manière, hostile à mes compétences, à la seule chose que je sais faire, me battre. Tu t'es toujours débrouillé par toi-même et tu n'as jamais eu besoin de moi. Et je dois dire que je suis très soulagé de constater ça aujourd'hui. Et de dire que, quoi qu'il m'arrive, tu t'en sortiras. Il n'y a que moi qui peux dire si j'ai besoin de toi ou pas. Mais très bien, tu as pris ta décision, je ne la comprendrai pas. Adieu, Andrea. Astrée, tu rejoins donc Freya dans les gradins. Vous êtes installé avec Roderick. Roderick vient te voir une dernière fois, Andrea, il te serre dans ses bras. Tu dis, je suis fier d'avoir un vassal comme vous. Pareil, Harald, il te fait une accolade avec son bras valide. Duncan également. Tu sais que j'aurais aimé être à ta place, mon frère, mais je suis fier de toi. J'aurais aimé me battre à tes côtés. Je suis fier de qui tu es. Et voilà, il essaie de rester digne et il va s'installer. De l'autre côté des lices, vos ennemis arrivent. Il y a donc Andrew Estremont, son frère Anton. Ils sont accompagnés de Torren Whitehill, ainsi que de son oncle et de son maître d'armes, Harris Beskerk, avec son grand casque de taureau. Et il y a également Sir Richard Kering, l'homme qui était venu vous insulter dans vos geôles. Et également, de manière assez surprenante, un homme de la reine, Sir Armory Lorch, le fameux qui a été très désagréable avec vous de nombreuses fois. Ils sont à l'autre bout des lices et ils sont 6. Il leur manque un chevalier aussi. Je ne crois pas, dit Cale. Ils sont 7. Je suis le 7e. Je combats dans l'autre camp. Quoi? Attends. Qu'est-ce que tu fais? Je regrette, cousin, mais si je te suis, je continue à te suivre. Ma vie est terminée. Ton père ne te fera jamais chevalier. J'en ai assez de suivre une tête brûlée comme toi. Je suis condamné à tes côtés. Nous allons être bannis. Je n'aurai plus d'avenir. J'ai essayé de te prévenir, de te faire entendre raison, mais tu te jettes dans toutes ces situations qui ne te regardent pas et... Arrête, qu'est-ce que tu dis? Tu déconnes ou quoi? Cale, c'est moi. À quoi tu joues? Je suis chevalier, je suis fidèle et loyal à ma reine. Mais t'es en train de nous trahir, qu'est-ce que tu fais? T'es sérieux, t'es fou? Je crois que je n'ai jamais eu l'esprit aussi clair, Daemon. Ils m'ont proposé ce que tu ne pourras jamais me proposer, des terres, un titre, un château, de quoi fonder ma propre famille et d'être enfin maître de mon destin, et non pas ton acolyte qui te suivra dans toutes les situations
perdus dans lesquels tu voudras te jeter. Ça n'a rien de personnel, Lord Grégor, et il monte sur son cheval. Sir Kel, vous avez été d'une grande aide durant nos petites aventures jusqu'ici à Port-Royal, mais malgré toutes nos aventures et nos aventures communes, et ce qu'on a pu partager, si vous êtes face à ma lame, je n'hésiterai pas une seconde à décocher votre tête de votre corps. Encore faudrait-il que vous soyez 7 pour qu'il y ait un combat. Je vous souhaite bonne chance et puissent les 7 décider du sort de cette bataille. Je me retourne vers Damon, je le regarde et je fais un petit signe de tête en mode... Enfin, est-ce que ça va aller? Je suis vraiment désolé pour ça. Il faut que je me batte, il faut que je me batte, il faut que je me batte. Je peux pas, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas l'accepter. Il y a bien une solution, effectivement, Damon. J'ai la possibilité de vous adouber si vous le désirez, devenir chevalier et nous accompagner dans ce duel. Attendez, Daemon, si vous êtes fait chevalier par quelqu'un d'autre que votre père, vous serez déshérité. Dans ce cas-là, si vous êtes déshérité, qui héritera de Sandrefer et de ses terres? Je crois que votre cousin vous a mis dans une situation où il est, dans les deux cas, gagnant. C'est pour ça qu'il paiera. Et qu'il ne sortira pas vivant de ce champ de bataille. Alors t'as une lance qui vient se planter à quelques mètres de vous, vraiment, il y a la hampe qui vibre dans le sol. Vous êtes tous très surpris par cette lance qui est venue se planter vraiment à quelques mètres. Vous voyez la foule d'un coup qui se met à crier. Il y a quelqu'un qui s'est jeté des gradins, qui a sauté de plus de 3 mètres, en armure, et qui est en train de trottiner vers vous. C'est Oberyn Martell, qui vient vers vous, qui récupère sa lance et qui dit à toute la foule « Les Foresters m'ont convaincu. Je trouve que leur combat est honorable et ils méritent d'être défendus. Je me battrai pour eux !» T'as toute la foule qui se met à hurler Ok. et se retourne vers vous. Et bien il semblerait, mesdames et messieurs Forrester, que notre route ne cesse de se croiser. Sir Oberyn, vous ne pouvez pas mieux tomber. Alors il te serre pas la main, mais il te dit croyez bien, Forrester, que je n'ai pas grand chose à voir avec vos histoires, comme je vous l'ai déjà dit, mais il prend sa lance et il pointe de l'autre côté des joutes. C'est Armory Lorch. Mais j'ai un grief à régler avec cet homme et vous m'en donnez l'occasion parfaite. Votre aide est la bienvenue dans tous les cas. J'ai hâte de combattre à vos côtés. Vous êtes désormais 5 avec Oberyn Martell, il manque encore 2 chevaliers pour combattre avec vous. Et Oberyn Martell, il regarde Daemon et dit « Et lui, ne peut-il pas combattre ?» Ça, faites de moi un chevalier. Vous êtes sûr? Oui, j'ai rien à perdre. Qu'est-ce que vous auriez à perdre? Une vieille histoire, une histoire de famille, ma maison. Sur un autre chevalier autre que son père, l'adoube, il perdra tout, ses terres et sa famille. Il y a Oberyn Martell qui rigole. Il s'approche de toi en rigolant comme ça. Et il te dit ça tombe bien, je ne suis pas chevalier. Et il prend ton épée, il la tire de son fourreau et il dit je suis prince. À genoux, Béliane. Et avec ton épée, il te la met sur ton épaule, il te dit au nom du guerrier, je te demande d'être brave. Au nom du père, je te demande d'être juste. Au nom de la mère, je te demande de défendre les faibles et les innocents. Au nom de la jouvencelle, je te charge de protéger les femmes. Et il continue la litanie comme ça. Il termine sa litanie en passant par tous les 7. Il te regarde un peu en riant et dit comment vous appelez-vous? Daemon Bellion. Sir Daemon, vous êtes agenouillé, écuyer et vous vous relevez désormais en tant que chevalier. T'as la foule qui acclame voilà, ce moment de liesse et il te rend ton épée. Il te la donne, tu peux la remettre dans ton fourreau. Néanmoins, Il nous manque quelqu'un. il vous manque quelqu'un. N'y aurait-il pas quelqu'un dans la foule prêt à défendre notre honneur? Prêt à défendre les vraies vérités, la justice? Tu vois le roi qui est un peu gêné, tu vois Lord John Arryn également qui est dans les gradins et tout le monde, il y a un silence de mort qui se répand dans la foule et tout le monde est un petit peu dans l'attente de voir si quelqu'un va venir avec vous. T'as vraiment un silence pesant qui règne, qui traîne. Et il y a Grégor qui murmure un peu presque à lui-même, il dit « Ah, si Merrick avait été là, il se serait battu pour nous. C'était une erreur de l'envoyer en dehors de Port-Réal. » Ça commence à devenir très pesant. Vous voyez le roi qui commence un peu à s'impatienter. Il se lève et il dit « Si personne ne souhaite se battre pour les Forrester, ils seront déclarés coupables. Y a-t-il un chevalier ici qui souhaiterait se battre pour eux ?» Permettez-nous de nous battre, s'il vous plaît.
Alors t'as une espèce de petite clameur qui commence à monter dans la foule, à monter, parce que les gens, tout le monde se penche et tout. Il y a quelqu'un qui est rentré en lice. En armure, il a un casque, vous voyez pas qui c'est, mais il est sur le cheval, vous le reconnaissez, de Karl Whitehill. Et il arbore un écu de blason des Whitehill. Il trottine, il approche vers vous, il ouvre son home, et c'est Ebert Whitehill, l'héritier de la famille Whitehill, qui vous dit il se trouve que j'ai mené ma propre enquête, Forrester, et je crois à nos deux familles, victimes d'une machination. Je me battrai pour vous. Ça. Merci beaucoup. Non, ne me remercie pas. Nous n'avons rien à voir, je fais pas ça pour vous, Forrester, je fais ça pour la justice. Vous allez vous battre contre votre propre famille. Justement, à ce moment-là où tu dis ça, il y a son frère qui arrive au galop. Torren Whitehill, l'énorme monstre qui est sur son énorme hongre, qui arrive avec son gros fléau d'armes et qui dit « Mon frère, es-tu fou? As-tu perdu la tête? Tu te battrais avec l'ennemi contre ta propre famille !» Et Ebert ne lève pas la voix et il garde beaucoup son sang-froid et il dit Mon frère, tu es trop aveuglé par la haine pour te rendre compte que tu combats aux côtés du bourreau de notre propre frère. Si tu réfléchissais plus et si tu ne laissais pas ta haine envers les Forrester parler, tu te rendrais compte de cela par toi-même. Ah !» Tu vois, le Torren, il a vraiment un accès de rage, il tourne les talons et Ebert lui dit, alors qu'il est en train de partir, « Laissons les dieux trancher dans cette affaire pour savoir qui a raison et qui a tort. » Voilà au complet. Vous êtes 7 contre 7. Les filles, du coup, vous voyez, ça y est, l'équipe, depuis les tribunes, vous voyez que l'équipe est réunie, cette équipe est un petit peu hétéroclite. Ils sont en train de monter sur leur monture, tout le monde est assez l'air harnaché dans des énormes armures. Tout le monde est à cheval, on leur fait passer des énormes lances aux pointes à serrer, des énormes vraiment tiges de métal qui ont l'air extrêmement brutales. Et alors que vous sentez un peu l'atmosphère et la tension qui commence à monter, un jeune palefrenier, enfin un écuyer, il doit avoir 10 ans, qui vous donne un petit papier vraiment à toutes les deux. Roderick est à côté de vous, dans les gradins, il est à côté de vous et vous passe ce petit papier. Je le récupère. Tu récupères. Dedans, il y a un mot qui est écrit d'une écriture très élégante et qui te dit « Je crois qu'un étrange insecte s'est laissé attraper dans ma toile, votre sentinelle Merrick-Kell. Si vous ne venez pas nous retrouver immédiatement, je commencerai par lui trancher les doigts, puis le nez, la bouche, les oreilles, les yeux, les mains et les pieds, et le reste, pour qu'à la fin il n'ait plus rien qui puisse permettre de l'appeler encore sentinelle. Venez sur les quais, l'entrepôt 29. Venez seul, ou il meurt. Si la milice ou des personnes extérieures à votre maison s'en mêlent, il meurt. Je ne brille pas par ma patience, vous devriez vous dépêcher. » Évidemment, ce mot me glace le sang. Mais Roderick a vu que t'étais figé, et il a assez rapidement aussi lu le mot, Astrée également, tu poses tes yeux dessus. Qui est-ce qui nous écrit ça? J'en ai pas la moindre idée. Je comprends pas. Je vais y aller si Merrick est en danger, il faut que j'y aille. Je viens Mais avec tu toi. ne peux pas y aller. Avons-nous le choix? Il semblerait même que nous ayons très peu de temps pour nous décider. Très clairement, le palefrenier, quand il vous a amené le mot, il l'adressait à vous les filles, donc c'était vous qui étiez concernés par le parchemin, pas Roderick. Laisse-moi venir avec toi, Roderick. Il est un peu paniqué, il dit Freya, prends, on va y aller avec toi. Allons-y. Et alors tous les garçons qui êtes sur le champ des lys en train de vous aligner, vous voyez, de manière très étrange, Roderick et les filles qui se lèvent et qui s'en vont, qui quittent les gradins. Il y a Grégor qui a l'air un petit peu perdu. Je te dis, j'ai un très mauvais pressentiment sur ce qui va se passer aujourd'hui. Il y a Grégor qui a vu aussi et qui dit « Ils savent ce qu'ils font, concentrez-vous sur le duel. » Juste avant de partir complètement, je lance un dernier regard à mon frère et à Damon aussi. Freya! Freya! Mais elle a déjà tourné les talons, elle est en train de partir. Je me tourne vers Daemon et je dis concentrez-vous sur le combat qui nous attend. C'est la seule chose qui compte maintenant. Quand tu as été fait chevalier, Daemon, tu as vu Gareth Tuttle qui s'est enfui en courant. Et là, il revient précipitamment de la tente, il a récupéré ton bouclier quand tu interprétais le rôle de Ser Daven, donc le bouclier noir avec la flamme bleue. Et tu vois qu'à l'intérieur, il a peint une salamandre, elle n'est pas très très jolie parce qu'il l'a fait très très vite, mais une salamandre noire dans les flammes bleues. Et il te tend le bouclier, il te dit Ser Daemon, je sais que je m'étais trompé au moment de peindre votre bouclier, mais cela est peut-être un signe, puisque lorsque le bois de Férugier brûle, il brûle d'une flamme bleue intense. Alors je me dis que c'est peut-être un signe de mes dieux, ou des vôtres. Et il te donne le bouclier en Férugier. Je le prends, je me mets à son niveau en me baissant et je lui dis merci beaucoup, mon garçon. Avec ça, je peux pas perdre. Bon courage pour la joute, j'ai toute confiance en vous.
Vous avez vu les filles partir avec Roderick et quitter la liste de manière très étrange. En face de vous, de l'autre côté du terrain, vos ennemis sont en train de d'aligner leurs chevaux. Vous avez Anton Estremont qui s'avance un peu au devant du reste de son groupe, qui fait cabrer son cheval et qui crie Impénétrable! Ce sont les mots de la famille Estremont. Le roi attend que votre équipe à vous s'aligne en face de vos adversaires pour annoncer le début du duel judiciaire. Moi, je place mon cheval à côté de celui de Hubert Whitehill et sans le regarder dans le blanc des yeux, juste en plaçant mon destrier à côté du sien et en fixant nos ennemis en face, je lui dis Whitehill au Forester, je vous défendrai aujourd'hui. Lui également regarde vos opposants et il te dit je pense que mon frère retiendra sûrement ses coups contre moi. Je peux gagner un peu de temps, mais il faudra rapidement éliminer Andrew Estremont ou j'ai peur que ça devienne rapidement un bain de sang. Je tenais à vous dire à quel point je suis reconnaissant envers votre famille d'avoir pu m'adresser du soutien quand j'en avais besoin, d'avoir simplement été là. Donc vous pouvez compter sur moi jusqu'au bout, on est ensemble jusqu'au bout. Et je suis extrêmement honoré d'être avec vous pour ce combat. Sir Damon, c'était un honneur d'avoir cette aventure avec vous et c'est un honneur également de combattre à vos côtés. Concentrez-vous sur le duel, vous dit Oberyn Martell. Si vous avez l'esprit ailleurs, ça jouera contre vous. Mais je me tourne vers Duncan et je lui fais un regard qui veut tout dire. Et je me dis c'est le moment qu'on attendait. Ouais. C'est maintenant à nous. On va tout régler. Il va falloir Faut protéger mon père. Pas de soucis, on est là pour ça. Mais pense à toi d'abord sur le champ de bataille. Et concentre-toi sur ce qu'on a déjà appris. Il y a un silence absolu qui se répand dans toutes les lices. La foule énorme massée dans les gradins se tait entièrement. Il y a le roi qui se lève et qui simplement lève la main, les trompettes résonnent et immédiatement vos chevaux et les chevaux de vos adversaires se mettent à trotter. C'est vraiment un bruit de tonnerre au moment où vos chevaux se mettent à accélérer. Vous voyez ces cavaliers en face de vous dans leurs énormes armures qui abaissent leurs lances en même temps que vous abaissez vos énormes lances de guerre. Il y a un cri généralisé qui monte dans la foule, vraiment une clameur où tout le monde tape des pieds et frappe dans leurs mains au moment même où vos 14 chevaux se foncent dessus et se rentrent dedans dans un choc absolument terrible. Les filles, vous êtes donc rendues avec Roderick d'un pas précipité au niveau de l'entrepôt 29 sur les quais. Les quais sont à l'extérieur de l'enceinte du mur de Port-Réal, donc c'est pas très loin du lieu du site du tournoi. Et donc vous pouvez vous y rendre assez rapidement, vous frayez un chemin dans la foule et effectivement vous arrivez donc sur les quais qui bordent la Nera, la rivière qui longe Port-Réal. Et il y a effectivement ces énormes entrepôts, c'est des grands entrepôts en bois dans lesquels à l'intérieur il y a des quais et en fait il y a des bateaux qui peuvent directement rentrer à l'intérieur de ces énormes entrepôts pour se faire charger, décharger, voilà à volonté. Il y a du monde partout et donc chaque entrepôt a un différent type d'animation. Vous voyez tout type de bateaux, de vaisseaux qui viennent des quatre coins du monde et vous arrivez au niveau de l'entrepôt 29 et vous voyez effectivement qu'il y a un énorme bateau qui est sous l'entrepôt. C'est un bateau qui a l'air un peu d'un type bravosien, clairement un bateau étranger. Il y a juste un homme qui attend à l'entrée, un homme au teint un peu hâlé, une grosse barbe broussailleuse, poivre et sel. Il est habillé un petit peu dans un style qui vient de Essos, un petit peu exotique. Et il a un bouclier en bronze au bras, et il a une grosse épée qui est dans son fourreau. Et vous avez l'impression qu'il garde l'entrée de l'entrepôt. Il vous voit, de toute façon, vous êtes assez facilement repérable avec Vali. Roderick est avec vous aussi. Il a la main sur le pommon de son épée, sa main gauche malheureusement. Ouais, on avance. Donc Roderick il se met devant vous, il essaie un peu de te protéger, il arrive face à l'homme qui a un air un petit peu taciturne. L'homme il s'écarte tout bêtement, quand il vous reconnaît, vous regardez de haut en bas. Il s'écarte, il vous laisse passer, vous arrivez dans ce grand entrepôt obscur. Vous voyez des dizaines d'hommes qui sont en train de s'affairer sur le pont, en train de monter des énormes caisses de marchandises. Il y a une effervescence, c'est tous des hommes un peu étrangers. Ça a l'air d'être des mercenaires, en tout cas ils sont tous un peu en armes. Certains n'ont que des couteaux, ce sont que des matelots, mais il y en a quelques-uns quand même qui sont armés. Il doit y avoir dans l'entrepôt une douzaine d'hommes. Et à côté du bateau, sur le quai, il y a une grande table qui a été disposée. Et vous voyez Merrick, la sentinelle de ton père, Freya,
qui est debout à côté de cette table. Il n'est pas du tout entravé, il n'a pas de chaîne ou quoi. Il a l'air d'être concentré et il parle à quelqu'un. Une silhouette encapuchonnée de dos, qui a une grande robe avec une capuche verte. Qui a l'air de lui montrer des choses sur la table. On s'approche, tous les trois. C'est vrai que moi, je pense comme les deux autres, on comprend pas vraiment ce qui se passe. Merrick a l'air d'aller bien, donc je commence à me dire, est-ce qu'il nous a trahis? Est-ce que lui aussi a décidé de lâcher notre famille? Je me tourne vers Astrée et vers mon frère. Essayer de voir si, dans leur regard en tout cas, je capte quelque chose. Je pense le même sentiment, très confus, ils ne savent pas du tout qui est cette personne encapuchonnée, et le fait de voir Merrick qui n'a pas l'air d'être menacé, Roderick il ne dit pas un mot, mais vous sentez bien qu'il vous avez la même impression qui passe dans les regards. Vous vous approchez, il y a Vali qui se met à grogner, et la personne encapuchonnée se retourne, et c'est Allegra Estremont. Ah, le clan Forrester et Colbier au complet. Je vois que vous avez répondu dans la plus grande... Ah, t'as mon message, c'est un plaisir de vous avoir avec nous maintenant. Quelques secondes avant le choc, vous entendez la voix de Grégor qui surpasse tout le monde et qui hurle « De la glace de l'enfer !» Juste avant que les lances se rencontrent et explosent. Daemon, tu es projeté contre Cale, vos deux lances vous frappez mutuellement, tu as vraiment une douleur horrible qui te lance dans tout le torse, tu sens que tu as bien touché Cale également. Grégor se jette contre Anton Estremont, Ebert Whitehill et Torren Whitehill se rencontrent, se frappent avec grand fracas. Harald, tu es face à Harris Beskerk, le maître d'armes de la maison Whitehill, qui te rentre dedans. Malheureusement, tu n'es pas habitué à être sur un cheval. Lui a bien placé sa lance qui te frappe en plein dans la gorge. Tu es éjecté de ton cheval et tu vas voler dans la poussière. Vous voyez à vos côtés Oberyn Martell qui s'est jeté sur Sir Armory Lorch. Oberyn Martell est un expert de la lance et vous voyez qu'il frappe Armory Lorch dans la jambe droite d'un geste tellement précis que sa jambe est presque quasiment arrachée sous l'impact. Andrea, toi tu es face à Andrew Estremont. Tu sens que tes blessures et tu n'as pas l'habitude de te battre dans ces conditions. Tu n'arrives pas à correctement le frapper et lui non plus. Vos deux chevaux se passent côte à côte et se heurtent au moment où vous vous croisez. Toi Duncan, au moment où vos lances se rencontrent avec Rickard Kering, elles vous explosent l'une et l'autre au visage, elles se fracassent sur vos boucliers. Tu dois te maintenir en selle pour éviter d'être projeté au sol. Oui, Lord Daemon, j'aurais imaginé que vous souhaitant vous protéger, Daemon vous aurait accompagné ici. Qu'est-ce que vous nous voulez? Oh oui, nous avons le temps de parler, très cher, ne vous inquiétez pas. Tu vois Merrick qui est à côté d'elle et qui a l'air vraiment... Il dit rien, mais il a l'air vraiment en fait terrifié. Vous voyez que dans son regard, il est vraiment hyper inquiet. Écoutez ce qu'elle a à dire, Astrée. Et Allegra dit, mais on n'a pas répondu à ma première question. Où est Lord Daemon? Je pensais que il aurait eu le courage de venir lorsque vous aurez reçu ce mot. Lord Daemon ne fait pas partie de la famille. Vous nous avez demandé de venir sans personne extérieure à la famille. Nous sommes là. Nous attendons vos explications. Je tenais à lui demander moi-même directement s'il avait reçu mon message. Quel message? Celui que nous avons lu? Non, à bientôt Daemon. Il me semblait qu'après notre toute première rencontre, lorsqu'il y a eu cette saillie un petit peu brutale à mon encontre, et j'ai été dans mon devoir de lui répondre de la meilleure des manières. Et en fait, vous vous souvenez que la toute première fois que vous êtes rencontrés, il y avait déjà des tensions, et quand Allegra était partie, Daemon avait dit « À bientôt Allegra !» sur un ton un peu railleur. Et bien il se trouve que apparemment c'est une personne assez rancunière, et à côté du cadavre de Carmine a été laissé ce petit mot en réponse « À bientôt Daemon ». Ma foi, j'imagine que vous pourrez toujours lui porter mon message. Andrea, tu t'es immédiatement retourné en face de Andrew Estremont et vous êtes reparti dans une cavalcade qui vous fait vous rencontrer de nouveau de manière brutale. Du coup, j'arrive quand même à aligner ma lance, mais celle-ci ricoche contre l'armure d'Andrew Estremont. Et lui, par contre, me fait encaisser son coup de lance qui se brise contre mon bouclier de ferrugier. Et Andrew Estremont, je le vois lâcher le bout de sa lance brisée. Il dégaine son épée et il se retourne à nouveau contre toi. À tes côtés, en même temps, tu vois que Anton et Grégor sont également retournés, ils se sont refoncés dessus. Et Grégor arrive à frapper Anton Estremont de manière extrêmement précise. Tu sentais que Anton Estremont encaisse un énorme choc, il hurle, il y a un cri de douleur qui sort à travers son casque alors qu'il a vraiment pris un morceau de la lance qui s'est planté en lui.
À ta droite, désormais, Andrea, tu vois Ebert, lui, qui arrive à frapper son frère, qui a être un peu plus agile à la lance. Et pareil, tu entends un cri sourd qui provient de Thoren Whitehill. Harald, tu as dans l'herbe humide cet homme dans cette énorme armure qui s'avance avec son marteau qui s'avance vers toi et qui le soulève en poussant un cri de rage. Moi, je suis encore complètement déboussolé par le fait d'être tombé de cheval et j'ai encore mal à des coups qu'il m'a donné. J'ai pris mon hallebarde juste avant et j'essaie de contre-attaquer et d'essayer de lui mettre le coup le plus fort possible, mais je sens à cause de mes blessures que le coup va pas être assez violent, donc je le touche mais pas assez. Ça lui fait quasiment rien, il se retourne et me donne un coup de masse. Et donc je sens que ce coup m'a cassé une côte ou deux et je sens la douleur tout au long de ma poitrine et je me baisse avec le souffle coupé. À tes côtés, tu as Oberyn Martell qui se relance sur Armory Lorch qui, comme par magie, a réussi à rester en selle. Au moment où ils se croisent, Armory Lorch tombe sur Oberyn Martell et les deux s'attrapent et viennent rouler dans la terre. Ils sont vraiment l'un sur l'autre et Armory Lorch a dégainé son épée et les deux sont au contact dans une rixe au sol à point contre point, métal contre métal. Duncan, de l'autre côté de la zone de combat, tu as de nouveau fait face à Rickard Kering. Vous êtes relancé dans une cavalcade en chanson de sueur. Ouais, j'ai pas vraiment le temps de réfléchir, j'ai envie d'en finir le plus vite possible pour aller vers Anton, que je viens d'entendre crier, pour pouvoir finir ce combat. Et en faisant ça, malheureusement, je prends un coup de lance au niveau du plexus, ça me bloque totalement la respiration. Vous dégainez, hache dans ton cas et épée pour lui. Vous vous retournez l'un vers l'autre, debout sur vos chevaux et vous jetez à nouveau l'un sur l'autre. Daemon, tu es encore sur ton cheval. Kale s'est retourné, il a récupéré sa lance fétiche qu'il a accrochée dans le dos. Tu n'arrives pas à voir ses yeux à travers cet énorme casque noir qu'il a sur la tête. Il a l'air très déterminé, il se jette sur toi et il te plante de manière très précise sa lance dans ton armure. Tu n'as pas eu le temps de réagir assez vite pour parer le coup, mais ton armure absorbe le choc. J'empoigne mon épée au moment où je prends ce coup-là. Mon armure a bien fait le travail et j'en profite pour asséner un coup très violent et très rapide au niveau de sa tempe. Et vos chevaux sont l'un à côté de l'autre en train de se tourner autour et vous enchaînez une pluie de coups sans fin. Il semblerait que le reste de votre famille soit en train de s'entretuer avec mon frère, si je ne m'abuse. C'est exact. Je vois que vous êtes venu armé. Bon, évidemment, je pars du principe que ce serait totalement stupide de m'ôter la vie maintenant, mais Dame Freya, dans le doute, dans le pire des cas, j'ai un atout dans ma manche. Elle fait signe à un homme qui enlève une grande bâche d'une énorme cage et en fait à l'intérieur il y a une lionne des terres de l'Ouest qui immédiatement, elle se met à rugir quand elle voit Vali. Tu vois Vali, tout son poil qui se redresse et qui se met à feuler, à siffler. Enfin, vraiment, les deux animaux se regardent de manière hyper retorse. Tu sens que s'il n'y avait pas la cage entre eux, ça partirait assez rapidement dans un excès de violence. Tu peux rentrer dans n'importe quel animal ? Ouais. Ok. Je vois, c'est Rodrigue, votre mâchoire serrée, et je tiens à vous dire quand même, si vous venez à l'idée de me tuer, vous ferez face à un cas de figure qui serait encore plus aggravant pour votre cas. Si jamais votre famille remporte le duel et tue mon frère, eh bien cela sera la preuve que vous en aviez contre la famille Estremont, et le jugement sera sûrement définitivement annulé. Et si mon frère gagne, et que malheureusement vous me tuez, cela pourrait donner l'impression que vous aviez également du grief contre la famille Estremont, de par le fait qu'ils aient remporté le duel. Alors, je trouve... Du coup, c'est inutile d'essayer d'attenter ma vie. Toutes ces menaces étant dites, Oui, il m'en reste. pouvez-vous nous dire pourquoi nous sommes là, s'il vous plaît ? Andrea, tu es de nouveau face à Andrew, vous vous refoncez dessus l'un l'autre, vous n'arrivez pas à vous toucher l'un et l'autre, vous êtes encore totalement intacts, alors que tout le monde autour de vous est en train de s'entretuer. Gregor est vraiment très bien protégé par son armure, c'est aussi également un maître des boucliers, il encaisse tous les coups que lui livre Anton Estremont. Et Anton Estremont commence vraiment à être blessé. Gregor arrive chaque fois à trouver une faille dans son armure. À côté de vous, vous avez dans un énorme choc Ebert et Thoren Whitehill qui se sont rentrés dedans encore avec leur lance. Cette fois, leur lance explose. L'un et l'autre sont touchés, l'un et l'autre sont blessés. Et les deux dégainent leurs armes et vous voyez Thoren qui est à cheval s'arme de son énorme flot d'armes, cette énorme boule hérissée de pique qui a un air extrêmement menaçant. On se tourne autour avec Kale et je passe mon temps à me demander comment on a pu en arriver là. Il essaye de me toucher, j'esquive, j'essaye de le toucher, il esquive et on est dans un espèce de balai ridicule où nos épées ne se touchent même pas. Vous avez vos deux boucliers, la salamandre dans les flammes bleues et la salamandre dans les flammes rouges qui commencent à voler en éclats. Enfin, vous avez vraiment vos deux symboles qui sont lardés de coups d'épée et de lance. J'arrive à bloquer son épée avec mon bouclier en bois de ferrugier et je lui martèle le bras avec ma hache en criant crève, crève, crève. Tu vois qu'il se serre les dents et qui dit « Maudit Forrester !» Et il se rejette sur toi avec son épée. Harald, tu es à genoux, tu t'appuies sur ta hallebarde pour te rejeter au combat contre Harris Besker qui soulève son énorme marteau.
Et tu l'écrases dans le bras droit. Là, tout mon corps me fait mal, je sens plus rien, j'ai l'impression que mon armure elle pèse 10 tonnes. Dans la force du désespoir, un petit peu, je me dis je peux pas crever comme ça, c'est pas possible. J'arrive quand même par réflexe à choper ses jambes avec mon hallebarde, au moins sa jambe gauche, pour au moins le mettre à terre et pouvoir être en position de force pour la suite. Je vous avoue que je n'ai que faire des histoires de mon frère qui souhaite venger mon père, mais cet homme, je ne l'ai pas connu, je l'ai connu enfant et il a toujours abandonné sa famille, donc j'ai toujours tracé ma propre voie et toujours réussi à surmonter toutes les difficultés qu'on a mis devant ma route, jusqu'à ce que je tombe malheureusement sur vous. Il se trouve que votre frère et votre frère Damastré ont assassiné l'amour de ma vie, Glarus Ptek, cet homme qui me comblait au quotidien et avec qui je devais fuir à Westeros une fois que nous aurions transmis le poison à mon frère. Pour ces manigances, encore quelques jours et je serais parti à Bravos avec lui et vous n'aurez plus jamais entendu parler de moi et du reste de ma famille. Mais il se trouve que vos frères ont eu la brillante idée de l'assassiner, de l'émasculer même, m'a-t-on dit. Vous avez ôté de ma vie le seul être auquel je tenais vraiment. Évidemment, tous les hommes qu'on m'a présentés dans ma vie, tous mes futurs maris, Glarus ne pouvait tolérer ça et il les avait évidemment tous empoisonnés, tous tués. Voilà quel était cet homme, voilà à quoi il était prêt pour moi. Et vous me l'avez enlevé. C'est donc pour ça que vous nous avez fait venir? Oh, non pas pour vous raconter ma vie, très chère, mais pour tenter de remettre un peu de poids dans la balance et de vous rendre légèrement l'appareil de ce que vous m'avez fait subir. Alors, elle se retourne vers la table, et sur la table, il y a 3 fioles. 3 petites fioles, toutes identiques. Dans la zone de mêlée, sur un des côtés les plus éloignés, vous avez Oberyn Martell qui se relève au-dessus d'Armory Lorch et qui lui enfonce sa lance à travers l'abdomen. Vous entendez un cri de désespoir au moment où Lorch, avec ses gantelets en fer, tente d'accrocher la lance d'Oberyn Martell qui lui traverse l'intégralité du corps, qui vient se planter dans le sol derrière lui. Il la retire dans un cri et il se retourne pour rejoindre le reste du combat. Grégor lutte avec Anton Estremont, il a perdu son épée. Anton Estremont fait une manœuvre avec son cheval, Grégor a son cheval qui cabre, il tombe en arrière et il tombe de son cheval lourdement sur le sol. Anton en profite pour se jeter sur toi, Andrea. Il te surprend par derrière, aux côtés de son frère, et il t'assène un énorme coup d'épée dans le dos sur ta cuirasse. Andrew Estremont lui essaie de te frapper avec son épée et tu arrives à parer le coup. Tu trouves une ouverture entre les coups des 2 frères pour le frapper avec ta lance de cavalerie. Donc je calibre bien mon coup et j'arrive à l'immiscer dans un petit creux de l'armure qui vient lui écorcher le flanc. À vos côtés, il y a Torren et Ebert Whitehill qui s'enchaînent, mais coup sur coup. Et vous voyez Torren Whitehill avec son énorme masque qui est très lent, mais qui arrive à placer un énorme coup dans le crâne de son frère qui est jeté au sol. Torren Whitehill descend également au sol pour continuer à se battre avec son frère qui a l'air complètement sonné. Ebert est un peu à 4 pattes en train d'essayer de se relever. Il relève son bouclier et son épée. Il est complètement ahuri par l'énorme coup qu'il vient de se prendre. Harald, tu as la douleur dans le bras qui te lance. Tu as du mal à soulever ta hallebarde et tu vois Harris Beskerk qui est complètement empâté par le fait que tu es jeté au sol, mais tu sens que c'est aussi un maître de guerre accompli. Il se relève avec son marteau sur un genou et il en profite pour voir une faille dans ta défense, pour te l'écraser sur la jambe gauche. Tu sens ta cheville qui se brise sous l'impact. Tu sens que tout ton corps commence à être brisé et que cette pluie de coups t'a vraiment mis au plus mal. Tout commence à devenir un peu noir autour de toi. Tu sens que tu n'es quasiment plus en état de combattre. Je sens que j'ai totalement l'avantage sur lui pour l'instant. Il vient d'essayer de me mettre un bouclier, que je stoppe encore avec mon bouclier. Je continue à lui marteler dessus avec ma hache en disant vraiment crève le plus vite possible. Parce que je vois qu'autour de moi, c'est la catastrophe. Tu arrives à toucher, tu arrives à enchaîner les coups et tu vois qu'il commence à saigner, il a des balafres sur les joues, tu vois qu'il sue, qu'il est en sueur, qu'il est au plus mal et il a essayé d'encaisser un maximum de coups, mais tu sens qu'il est pas loin de craquer, tu vois la peur dans son regard au moment où il comprend qu'il est en train de perdre l'ascendant sur toi. Daemon, tu es aux prises avec Kael, il essaie de te mettre un coup de lance, sa lance malheureusement tombe au sol, il vient se planter dans le sol, il se recule avec son cheval, pendant un instant vous vous regardez l'un et l'autre et il te dit « C'est ta faute si nous en sommes là ! C'est ta faute! J'ai essayé de te prévenir, Daemon! C'est ta faute si nous sommes ici! » Je ne réponds pas à son affront, je le regarde juste profondément dans les yeux, j'essaie de déceler derrière son masque, son regard, et je me lance au galop et je fais Kyle! Et j'enfonce mon épée le plus profondément que je puisse. Tu sens qu'il n'a pas réussi totalement à le transpercer, mais tu lui as vraiment ouvert toute une partie du ventre sur le côté, enfin il a vraiment une énorme entaille. Tu sens qu'il hurle de douleur, tu entends sa respiration, son souffle rauque et lourd derrière son armure. Il est vraiment à bout de force et pas loin de prendre un coup qui lui laissera une blessure critique.
L'une de ces fioles est absolument inoffensive. L'autre fiole rend la personne stérile à tout jamais. Et la troisième fiole tuera en quelques minutes la personne qui l'absorbera. Mon amour étant parti, j'ai du mal à imaginer ma future vie, donc ça ne me dérange pas de prendre une de ces fioles. Évidemment, je ne sais pas laquelle est la bonne. En revanche, vous, chacune d'entre vous, absorbera une autre de ces fioles. Qu'est-ce qui nous y obligera? Ouais, regarde un peu à droite à gauche et tu vois la douzaine d'hommes en armes qui ont un peu la main sur leur épée comme ça. Je n'ai jamais aimé la force brute et la violence, mais... Bien sûr. Et on doit vous faire confiance. Oh, j'espère pas que vous allez me faire confiance, mais j'imagine bien que vous allez ingurgiter cette fiole par la force ou par votre propre volonté. Harald, tu es par terre complètement impuissant, tu essayes à peine de te relever avec ta hallebarde, ta Risbesker. Il continue à t'écraser au sol avec sa masse. Tu sens les côtes qui se brisent avec son dernier coup. Et au moment où tu sens qu'il relève son marteau, tu as Oberyn Martell qui était à vos côtés, qui surgit et qui enfonce sa lance dans le corps de Harris. Il est vraiment totalement surpris et il s'agrippe à la lance. J'ai à peine dépassé Andrew que j'arrive à faire volte-face immédiatement. Je soulève ma lance, je n'ai que quelques pas à faire avec mon destrier, et j'arrive à le planter dans l'épaule, à même éclater un petit peu une petite lanière de son armure qui commence à tomber. Comme j'ai l'avantage avec Kering, je me dis que c'est le moment de faire volte-face, surtout que je vois qu'Harald est en train de totalement perdre son combat, mais qu'il faut en finir vite. J'essaie de me diriger le plus vite possible vers Andrew et je cravache mon cheval dans cette direction. D'un coup de rage, le Ricard Kering, il te met un coup d'épée dans le dos, il arrive à te toucher au moment où tu essaies de partir. Tu passes devant ton père qui est au sol en train de se relever, de se ramasser son épée. Tu passes devant lui, son cheval qui est complètement paniqué et qui est en train de partir au loin. Et tu fonces vers Andrew, tu fonces sur lui pour lui abattre ta hache dessus. Du coup, j'arrive au niveau d'Andrew et je lui mets un énorme coup de hache au niveau de l'épaule droite. Tu sens qu'il est pris entre deux feux, entre toi et Andrea, et juste à tes côtés, il y a un cheval qui te rentre dedans et t'as Anton Estremont qui en profite pour te frapper. Vous êtes dans une espèce de mêlée au milieu où se mélangent plusieurs cavaliers, où tout le monde se frappe. Au loin, vous voyez que se sont isolés Torren et Ebert Whitehill qui enchaînent également coup sur coup. Vous voyez la grosse masse de Torren Whitehill qui vient fracasser l'armure de Ebert qui part totalement en pièces, mais lui-même ne manque pas de cran et arrive à rendre coup sur coup à son frère et arrive à le toucher et à le blesser. Vous voyez que les deux sont vraiment quasiment aux portes de l'épuisement et d'être vaincus l'un l'autre. Daemon, tu es face à Kael, vous êtes l'un et l'autre totalement épuisés, mais tu sens que lui vraiment a pris beaucoup plus de dommages que toi. Il est vraiment épuisé, lui-même ne va même plus vraiment au combat contre toi, il attend que tu viennes l'attaquer pour essayer de te rendre les points. Pourquoi, Kael? Pourquoi? Tu étais mon frère! Tu étais tout ce que j'avais! Ya, bats-toi, idiot! Abruti! Bats-toi! Y'a Merrick qui dit je suis votre sentinelle. Je boirai une de ces fioles. Cela est très, très honorable de votre part, c'est Romic. Mais cela me laisse quand même un choix pour une de nos jeunes dames. Personnellement, je n'ai pas grand-chose à perdre, mais l'homme de ma vie étant mort, je peux bien mourir ou ne plus jamais enfanter. Je suis prêt à prendre le risque. Voyons voir jusqu'où vous êtes prête à aller pour protéger votre famille. Pourquoi ça protégera notre famille? Une fois que vous aurez avalé cette fiole, je partirai sur ce bateau et vous ne me reverrez plus jamais. Donc vous en boirez une, vous acceptez que Merrick boive la seconde. Il en reste une. Je suis prête à boire la troisième. Astrée, malgré tous les soucis qu'il y a pu y avoir entre nous, non. Personne ne devrait boire une de ces fioles. C'est stupide. Oh, très stupide. Cette vengeance est absurde. Puéril. Totalement. Freya, apparemment, nous n'avons pas le choix. De toute façon, je vais sûrement perdre mon frère ce matin. Même si nous gagnons la bataille, il ne survivra pas. Et Roderick ne semble plus avoir aucun sentiment pour moi. Tu vois Roderick qui se fige et qui te dit Astrée, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais très bien que je te porte dans mon cœur depuis toujours. Laissez-moi prendre cette fiole. Je suis futur héritier de la maison Forrester, je me dois de prendre des responsabilités. Bon, enfin, décidez-vous, je n'ai pas non plus beaucoup de temps à perdre, le bateau va bientôt repartir. Elle fait un petit signe et t'as l'homme en armes qui sort la lionne de sa cage avec une grosse chaîne autour du cou. Voilà. Tu vois Roderick qui commence à se tendre et qui met un peu la main sur son pommeau.
Harald, tu vois que Oberyn essaie de te protéger de Harris Besker, qu'il essaie de le distraire, mais Harris, il a une énorme masse, il est pas du tout réactif, il se prend tous les coups d'Oberyn, mais tu sens qu'il reste concentré sur toi, tu vois la haine dans ses yeux à travers son casque, et il essaie de s'approcher de toi avec son énorme marteau pour t'achever. T'es complètement incapable de te défendre, t'es au sol, tu ne peux absolument plus bouger, tout ton corps te lance et te fait atrocement souffrir. Au loin, vous avez toujours les frères Whitehill qui s'affrontent. Toi, tu es face à Kael le Daemon qui ne fait même pas attention à ce qui se passe de l'autre côté, il est juste concentré sur toi. Tu t'approches de lui, il essaie de te rendre un coup, mais tu sens qu'il est tellement épuisé. Je suis de toute façon lessivé aussi, je suis fatigué. Je sens que j'ai même pas suffisamment de force pour l'achever également. Il y a une espèce de mêlée au milieu avec Rickard Kering, Duncan, Anton Estremont, Andro Estremont, Andrea. Vous êtes tous en train de batailler. Tu vois ton père, Duncan, qui à pied se jette sur Anton Estremont, le fait tomber de son cheval et en même temps lui enfonce son épée dans l'arrière du crâne. Il y a son épée qui ressort par l'œil de Anton Estremont et qui s'effondre sur ton père comme une masse au sol, du sang qui gicle de sa figure. Et il tombe raide mort au sol sur ton père. Toi, Andrea, tu vois Andrew qui a un moment d'absence en voyant son frère se faire tuer. Je suis derrière Andrew, je vois son visage se tourner sur la droite, de la cuisse par l'arrière, je lui transperce la jambe. Tu vois qu'il s'y attendait pas du tout. Son muscle est déchiré, il tombe lui également au sol à côté du cadavre de son frère. Il a toujours son épée en main et il essaie de se relever comme il peut. Et je profite de l'occasion créée par Andrea, je saute de mon cheval, je saute sur Andrew. Et je lui enfonce ma hache en plein milieu de son ventre. Tu vois sa hache qui creuse son abdomen, il se met à cracher du sang, il a ses yeux gris qui se plongent dans les tiens, t'es vraiment à quelques millimètres, ton visage à quelques millimètres du sien, et il te regarde comme ça. Tout ce que tu mérites. Et tu vois petit à petit la vie qui commence à quitter ses yeux, tu vois un grand sourire qui se dessine sur ses lèvres. Il acquiesce comme si il s'attendait à ce que ça se termine ainsi pour lui. Et sa tête retombe dans l'herbe. Il y a un corps qui résonne immédiatement, toutes les trompettes résonnent, et la foule pousse un cri d'acclamation. Au moment où Harris Beskerk lève son marteau au-dessus de toi, Harald, il entend la trompette, il est un petit peu surpris. Il baisse son marteau, Oberyn Martell s'écarte de lui, il est totalement hésitant, il a l'air un petit peu perdu, il comprend pas trop ce qui s'est passé. Il tourne la tête et il voit le cadavre de Andro Estremont avec Duncan juste au-dessus de lui. Il se retourne vers toi, Harald, et Harris Beskerk au-dessus de toi, armé de son marteau. Et tu vois dans ses yeux une réelle hésitation. Tu vois qu'il est vraiment torturé, et il se demande s'il doit t'achever ou pas, si près du but. J'ai accepté la mort, je sens qu'il va frapper. Je sais même pas ce qui s'est passé, je sais même pas que le combat est fini, pour moi la mort va arriver. Et j'accepte mon sort en fermant les yeux et attendant le coup. Mais lui-même est blessé et un peu épuisé, et tu vois qu'après une légère hésitation, il a le regard un peu hagard et il s'écarte, il va rejoindre les frères Whitehill. Et Émeric qui dit bah, qui tend la main, qui prend une fiole. Ch'tou. Et qui là-bas. Moi, je me rapproche de la table. Et j'approche ma main de la seconde fiole. Et Roderick qui t'attrape la main et qui te dit non. Je ne condamnerai pas l'une d'entre vous. Tu vois qu'il commence à s'énerver, il met la main sur son pommeau et tu vois tous les hommes en armes qui commencent un peu à s'approcher comme ça, qui font juste entendre le bruit de leurs épées qui filent dans les fourreaux. Bien, allez-y, Sir Roderick. Montrez à quel point vous aimez ces deux femmes. Tu sens qu'il se sent un peu condamné, quoi. Il est en mode, il voit tout le monde qui vous entoure, qui commence à se rapprocher. Il remet son épée, il prend une fiole. Attends, Roderick. Il y a une troisième fiole qui nous dit qu'elle va la prendre. Elle l'enlève. Elle la boit. Elle la boit. Eh bien, nous devrions voir les effets assez rapidement. Terminez le chargement, j'arrive tout de suite. Allegra, Méric, Roderick. Elle attend comme ça. Roderick, Méric, même elle, ils se mettent un peu la main sur le ventre. Ils ont l'impression qu'il y a un truc qui fait effet, en tout cas c'est vraiment pas très agréable. Je me suis rapprochée de mon frère. Je lui ai pris la main. Ça va aller, frère, ça va aller. Il vous regarde et tout, il te tend la main, Astrée, il te prend la main dans la sienne, il te regarde.
Et à côté de vous, il y a Méric qui s'effondre. Il se met à cracher du sang. Il se met à saigner des yeux. Il y a du sang qui lui sort par les oreilles, par le nez, par la bouche, par les yeux. Il vous dire une dernière fois, il est pris de convulsion. Il s'effondre et il y a une mare de sang qui s'étale autour de lui. Et il y a Allegra qui dit « Bien, pour se rendre compte lequel de nous deux sera devenu stérile, il faudra sûrement voir ça dans la pratique. Lady Colbert, Lady Forrester, Lord Forrester, je vous souhaite un beau futur pour votre famille. » Elle monte sur le bateau et il commence à enlever les amarres. Il y a Roderick qui se met à côté de Méric qui est complètement effondré. Et ils finissent de charger les amarres, ils font monter la lionne dans le bateau. La petite passerelle qui séparait le bateau du ponton est relevée. Et le bateau ouvre ses voiles et commence à partir, aidé par des rameurs sur la Mera. Tout le monde sur le champ d'hélice reprend un peu ses esprits, les deux groupes se séparent, la foule acclame les vainqueurs. Il y a Gregor Forrester qui s'approche de la foule, qui lève son épée et qui hurle une nouvelle fois « Ma famille est innocente ! Et elle l'a toujours été. Les dieux ont rendu leur jugement. Je souhaite que ce soit clair pour tout le monde que ma famille est innocente de toutes les accusations qui ont été portées contre elle. » Alors il y a Ebert qui vous rejoint, tout le monde est un peu en armure comme ça, hébété, votre groupe se rejoint. Tout le monde enlève son armure, vous occupez un petit peu de Harald. Et il y a Ebert à côté de vous qui dit « Quelle mêlée, j'ai bien cru ne pas en sortir vivant. » Il enlève son casque. Et il y a un bout de son crâne qui tombe à terre. Ah, excusez-moi, Et il tombe en avant, il tombe dans l'herbe, et vous voyez que effectivement sous les coups de son frère, son crâne s'est brisé. Au moment où il tombe sur le sol, il y a cette substance grise et rosâtre qui s'étend dans l'herbe, et il meurt instantanément devant vous. Vous êtes autour de Roderick qui lui est effondré autour du corps de Méric. Moi, je suis assez soulagée quand même, parce que c'était un vrai coup de bluff. Je voulais pas mourir et j'espérais que Roderick le fasse à ma place. Je vois que Méric est mort, c'est pas celui que je portais le plus dans mon cœur. Que Roderick soit stérile ou pas, ça m'importe peu. Je pense continuer ma route sur une route différente de la sienne. Je suis vraiment emplie de soulagement. Moi, je m'agenouille à côté de Roderick. Je passe mon bras comme ça au-dessus de lui et je lui dis « Allez, viens, on récupère le corps et on y va. » À ce moment-là, vous entendez des cris et vous voyez le bateau qui est en train de tourner, dont les voiles sont en flammes, tout est en train de s'embraser, il y a le pont qui est en feu, vous voyez des hommes qui courent sur le pont en pleine panique, en plein accès de panique, vraiment tout le monde est en train de hurler sur le pont, le bateau prend feu très rapidement, vous voyez plein de traits, de flèches enflammées qui s'attaquent aux voiles du bateau, tout est en train de brûler. Vous voyez sur la jetée un cortège de soldats qui courent vers le bateau en hurlant « Aryn ! Aryn !» Et tous leurs archers tirent vraiment sur toutes les personnes qui sont à bord du bateau. Le bateau prend feu mais à une vitesse absolument incroyable. Et alors que vous regardez ce spectacle, vous voyez le bateau qui commence à complètement être calciné, à s'enfoncer petit à petit dans la Nera. Le port est recouvert de miliciens et vous voyez arrive en trombe entouré de chevaliers à lui, Lord John Arryn, qui arrive en courant vers vous et qui vous dit « Mesdames, que s'est-il passé? Je vous ai vu partir en trombe alors que vos frères et votre père allaient jouter. Je me suis dit qu'il devait y avoir un problème, il devait y avoir quelque chose d'étrange. Je regrette que nous soyons arrivés trop tard, dit-il en voyant le corps de Méric au sol. » Nous avons reçu un message de Allegra qui avait bien monté sa vengeance contre nous. Lady Estremont, Tout à fait. vous allez venir avec moi, il faut qu'on parle. Le jugement des 7 doit être terminé à présent. Nous allons voir ce qu'il en est. Vous êtes tous réunis autour du bûcher de Méric. Vous avez également fait brûler le corps de Ebert Whitehill à ses côtés. Vous êtes sur le site du campement, tous réunis, les survivants. Astrée n'a pas souhaité vous rejoindre. Et Roderick vous a annoncé, après avoir discuté avec elle, qu'il n'allait pas se marier. Ta sœur, Andrea, n'était plus d'accord pour assurer cette union. Étonnant.
Astrée a décidé de choisir une autre voie. Et lui-même se rend compte qu'il n'était plus vraiment amoureux d'elle. C'était un amour qui était tellement gravé dans le marbre depuis qu'ils étaient petits, que l'un et l'autre se sont peut-être rendus compte que en fait, ce n'était pas vraiment cela qu'ils désiraient. Grégor en est très dépité. Il vient de perdre un de ses meilleurs amis et sa sentinelle. Il a récupéré le bracelet de la sentinelle de Méric, le bracelet en bois de ferrugie. Et il dit je suis évidemment extrêmement déçu par la décision de Astrée. Votre mariage aurait pu consolider nos deux maisons, mais la maison Kolbir a toujours été à nos côtés dans les moments difficiles. Andrea, il te met la main sur l'épaule. Il te tend le brassard de la sentinelle et il te dit vous l'avez amplement mérité, Andrea. Méric a été un compagnon de route pendant de nombreuses années et j'espère qu'il vous plaira de l'être également à mes côtés pour les années à venir. C'est avec honneur que j'accepte cette responsabilité, Lord Grégor. Cela me permettra de racheter peut-être les erreurs de ma sœur et surtout de continuer d'entretenir les relations entre nos deux familles pour que les terres du Nord soient préservées du chaos et de la sauvagerie. Merci, Andrea. Il faudra ramener les cendres de Hebert Whitehill à sa famille. Je crois que son frère et son oncle n'ont pas voulu assister à sa crémation, mais il est de notre devoir de leur transmettre ses cendres. Si vous le souhaitez, je m'en occuperai personnellement. Daemon, je sais que le coût que vous avez payé lors de cette bataille est bien plus élevé que ce que nous aurions pu imaginer. Vous êtes notre éternel obligé, vous serez toujours le bienvenu à Ironrath. Si vous avez le moindre souci, la moindre demande, je serai votre homme. Et si jamais vous êtes mis en danger, j'accourrai le plus rapidement possible du nord pour me porter à votre secours. Merci, Lord Grégor. Je serai toujours là également pour vous aider, quoi qu'il advienne. Mais merci pour tout. J'ai quelques points de détail à régler avec mon père. Je compte bien m'y rendre désormais. Mais un petit tour dans le nord, bientôt, ça ferait pas de mal. Et je me tourne vers Freya. Freya, je suis vraiment navré pour tout. Navré d'avoir réfréné des choses que je ressens profondément. J'ai eu peur. Et si le cœur vous en dit, j'aimerais beaucoup vous revoir dans le Nord bientôt. Une fois que j'aurai réglé des problèmes. Freya, toi, dans quelques jours, tu vas partir avec les Tyrell, rejoindre la cour de Marjorie Tyrell. Les Tyrell, quand vous avez été innocentés, se sont portés garants de vous et vont donc commercer votre bois de ferrugier aux grandes dames de la reine Cersei, qui, dès lors que le combat était terminé, a quitté les lices. Je regrette de laisser ça inachevé. Et j'espère qu'on pourra se revoir. Harald, toi tu vas rester en convalescence avec Duncan pendant plusieurs semaines, voire peut-être même plusieurs mois, à Port-Réal, histoire que tes os se resolidifient. Évidemment, la main du roi, lors de Jon Arryn, a accepté de repousser le bannissement de Duncan, le temps que tu puisses l'accompagner. Évidemment, vous apprenez également que Allegra Estremont n'est pas ressortie vivante du naufrage de son navire. Le navire a continué à filer alors que les hommes de Jon Arryn lui avaient demandé explicitement de s'arrêter, c'est pourquoi ils ont fait feu et qu'ils ont brûlé le navire. Il n'y a que très peu de survivants et Allegra Estremont n'est jamais ressortie de ce naufrage. Son corps n'a pas été retrouvé dans la Nera. Daemon, je peux moi-même me charger d'emmener Gale à la seule condition qu'on parvienne à le faire condamner, sans non plus le faire croupir derrière les barreaux pour tout ce qu'il vous a fait subir, mais surtout l'envoyer peut-être servir une cause honorable une dernière fois dans sa vie, au pied du mur. Je vous remercie pour ces propositions. Je vais auprès de mon père, j'ai des choses à régler, mais je n'hésiterai pas une seule seconde à revenir vers vous dès que possible. À la suite du duel, et quand ton père a entendu que tu as été fait chevalier par Oberyn Martell et que Gale avait tenté de te trahir, il l'a condamné à rejoindre la garde de nuit pour le restant de ses jours, qu'il croupira sur le mur dans le nord. Je vais partir, on va sûrement plus se voir avant un long moment. Je serai avec Harald et si j'ai l'occasion, j'essaie de passer te voir, d'accord? Hein? On essaiera même si c'est en douce, c'est pas grave. On fera comme on peut. À la limite, père ne veut pas me parler, mais j'espère qu'un jour il comprendra qu'aujourd'hui il y a un Whitehill, il nous a sauvé la mise, et que le nom il fait pas forcément l'homme, et qu'il reviendra sur le bannissement et qu'il réussira à comprendre ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait. Prends soin de toi, prenez tous soin de vous. Fais attention à toi. Il y a Vali qui vient se lever autour de toi, Duncan,
et qui ronronne contre toi. Lord Gregor, c'était un honneur de servir votre maison toutes ces années. Je vais me reposer un petit peu, j'ai l'impression que mon corps n'a plus suivi et que vous avez besoin peut-être d'un nouveau maître d'armes. Je vous fais toute confiance pour trouver celui-ci. Andrea aussi également pour le trouver. Je serai auprès de votre fils, je prendrai grand soin de lui. J'y veillerai, même s'il n'a pas besoin de garde du corps, ça c'est sûr. J'ai plutôt l'impression que c'est lui qui va prendre son nom. Ouais, j'ai l'impression également, ouais. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir vécu ces dernières semaines avec vous tous. Je vais maintenant me reposer et j'espère vous revoir très vite tous. Il te prend un peu à part, Grégor, et il te dit vous savez que je ne cautionne pas votre décision de quitter cette famille et votre poste de maître d'armes, mais j'apprécie le fait que vous ayez combattu jusqu'à la fin pour notre maison et que vous ayez risqué votre vie. Prenez soin de mon fils. Merci pour votre gentillesse, my lord. Et il s'en va. Roderick, nous sommes des frères, toi et moi. Et l'abandon d'Astrée, qui n'est finalement que justice par rapport à notre propre situation familiale, puisque je l'ai abandonné et je ne lui en veux pas de m'avoir abandonné ainsi. Ça ne changera jamais mon opinion sur toi, Andrea. Les Colbir sont nos protégés et ce... à jamais, Andrea. À jamais. Je suis dans le donjon rouge. Je marche d'un pas décidé, je sais où je vais. Et je marche vite. Je cherche un peu mon chemin. Tu as tes pas qui claquent sur les dalles du sol. Tu es dans cet immense labyrinthe, mais tu sais où tu dois te rendre. Et il y a un moment où je vois la porte que je cherchais. J'accélère encore le pas. C'est une porte extrêmement bien décorée. Devant cette porte, ils se tiennent deux hommes en armure blanche, deux membres de la garde royale. Et ils t'ouvrent la porte au moment où tu arrives devant. Je les regarde même pas, j'avance tout droit, je fonce dans cette pièce. Elle est effectivement extrêmement bien décorée. C'est très luxueux. Je vois la reine Cersei Lannister assise de dos. Votre grâce. Et elle se retourne vers toi avec un grand sourire. Hear the mind whisper from the eyes. Bring to you kings and songs to die. White the grass will always be marked by the cold blood of northern cries. Be where the fights, they will give you iron hearts. Je m'adresse à la foule directement. N'y aurait-il pas quelqu'un dans la foule qui aurait envie de défendre notre honneur? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui a envie de crever avec nous? S'il vous plaît, vous avez pas 10 balles? Non, mais c'est pas, je vais regarder. Eh ben, démerdez-vous! Mais non, mais vas-y, refais-le. Non, mais parce qu'on a rigolé en même temps, je pense que ça s'entend. Ouais, t'es bien, t'es très bien. On va dire Allegra, Méric, Roderick. D'accord? Allegra, Méric, Roderick. Allegra, Méric, Roderick. Ça tue. Ça rend impuissant. Et ça sauve. Ok? God damn. Allegra, Méric, Roderick. Le rouge, j'ai dit quoi? Ça tue. Le bleu, ça rend. C'est impuissant et l'autre, ça sauve. Allegra, Méric, Roderick. Les gars, on a tous survécu. On n'a pas le time. Ouais, c'est ouf, mec, t'as eu du bol de ouf. Ouais, c'est... Il a eu chaud, il se prenait... En fait, non mais je vais quand même dire, ce sera sympa en débrief. C'est-à-dire que juste après, Duncan jouait Harris Beskerk et il était tellement mal, Harald, qu'il ne pouvait pas se défendre. Donc de toute manière, il serait mort. Donc si Duncan ne réussit pas un putain de coup et ne tuait pas Andrew, il serait mort. C'est une fin de tournage? Bravo,